Très chers amis francophones, bonjour, bienvenue à ce nouveau cours avec moi Stéphane Erler, le fondateur du blog T-Masters. Si vous ne me connaissez pas encore, 20 ans que je suis sur le net à enseigner à Taïwan. Et d'abord, j'ai commencé par un blog qui va fêter ses 20 ans cette année. Et aujourd'hui, je suis très heureux de propager ces connaissances de thé avec vous grâce à ce livre aux belles lettres qui est sorti très récemment, une nouvelle traduction du classique de thé de Lu Yu. Nous avons déjà vu ensemble plusieurs chapitres. Aujourd'hui, nous nous intéressons au chapitre 4 à propos des ustensiles. Encore une fois, les ustensiles, mais c'est pas possible, il parle tout le temps des ustensiles. La première fois, c'était les ustensiles pour fabriquer le thé, les feuilles. Aujourd'hui, ce sont les ustensiles pour fabriquer le breuvage. Et nous allons voir qu'il y a de nombreux ustensiles. C'est pour ça que ce chapitre est tellement long que je vais le séparer en deux parties. Nous faisons la première partie aujourd'hui, la deuxième partie dans un mois. Et si vous êtes intéressé par les thés que je sélectionne, vous les trouvez sur t-masters.com, tout en anglais, désolé, mais il y a une partie en français. Vous regardez l'onglet, c'est le site est également en français. Et on va commencer tout de suite par le premier ustensile qui est le brasero, aussi appelé fonglu, et le cendrier huicheng. Alors le brasero en cuivre ou en fonte a la forme des tripodes de l'Antiquité. Ses parois sont épaisses de 3/10 de pouce, le bord mesure 9/10 de pouce et l'espace intérieur 6/10. Il est enduit d'argile. Les 3 pieds sont gravés de 21 caractères en graphie ancienne, c'est-à-dire en fait en trigramme. Exact. Un trigramme. Le premier pied porte cette inscription. En haut, Kan, en bas, Shun, le vent, et au centre, Li, le feu. Sur le deuxième pied, il est écrit que dans notre corps, les 5 éléments soient équilibrés et les 100 maladies éliminées. Et sur le troisième pied, fondu l'année suivant l'extermination des barbares par la Sainte Dynastie. Entre les pieds, il y a 3 fenêtres. Une autre ouverture, au fond, est l'endroit par où l'air passe et les cendres tombent. Chaque fenêtre est surmontée d'un texte de 2 caractères en graphie ancienne. Au-dessus de la première fenêtre, on peut lire les 2 caractères Igong, le duc I. Au-dessus de la deuxième, Konglu, bouillon Lu. Au-dessus de la troisième, Shecha, maître thé. Ces 6 caractères forment la phrase « Bouillon du duc I et thé du maître Lu ». À l'intérieur, on place un support dont le haut est crénelé avec 3 saillies quadrangulaires, délimitant 3 espaces. La première saillie porte le motif d'un faisan, animal qui symbolise le feu, et la figure du trigramme Li. La deuxième a pour motif le tigre, un animal sauvage correspondant au vent, et à la figure du trigramme Shun. Et la troisième est ornée d'un poisson qui est une créature aquatique et du trigramme Kan. Shun régit le vent, Li le feu, Kan l'eau. Le vent attise le feu et celui-ci chauffe l'eau. Voilà pourquoi ces 3 trigrammes sont représentés sur ce brasero. Ce dernier est aussi orné de guirlandes de fleurs, de lianes tombantes, de ruisseaux sinueux ou de motifs géométriques. Certains sont fabriqués en fer forgé, d'autres en terre tournée. Le cendrier est fait d'un plateau en fer muni de 3 pieds qui supporte le brasero. Alors, une description vraiment très très détaillée de ce brasero et de ce cendrier. J'y reviens maintenant parce que c'est vraiment l'objet très important dans la préparation du thé. De nos jours, ou bien il y a 100 ans, depuis la période chinoise du
Chaojogong Fucha, ou bien ici, ça c'est pour la version japonaise euh, du E, c'est le thé vert japonais. On n'a pas le Nilou, on n'a pas un Fonglu, mais on a un Nilou. Ou bien parfois on l'appelle même le Nifonglu. Donc Fong, ça veut dire le vent, et Lou, donc c'est là où on va cuire. Hein, donc le cuiseur avec au vent. Et cet objet-là s'appelle le cuiseur en terre. Ou bien le cuiseur en terre avec du vent. Qui a un petit peu la même fonction, c'est-à-dire que il y a une partie où on va mettre le charbon pour faire du feu et une partie en bas qui reçoit les cendres, une partie par où l'air peut rentrer pour alimenter le feu. Et là, ça tombe bien, vu que je l'ai cassé un jour, ça c'est la partie centrale, c'est là où on met les braises, hein, le charbon, et les cendres vont tomber grâce à ces trous vers le bas, hein, dans le cendrier. Mais donc, allez, et ce qui est intéressant, il y a 3 pieds. Hein. Là, ils ont fait 3, pas 4. Pourquoi? À cause de ce texte qui rappelle que pourquoi le brasero Fonglu a forcément 3 pieds. En fait, c'est par hommage aux tripodes de l'Antiquité, qui sont ces grands comment dire, pas des genres de casseroles avec 3 pieds, hein, ces grands réceptacles avec 3 pieds qui avaient une utilité très symbolique et rituelle notamment. Et on continue à les trouver dans les temples à Taïwan. C'est là où on met les bâtons d'encens après les avoir allumés. Donc ça avait une fonction. Ces tripodes dans l'Antiquité, ils étaient faits en cuivre ou bien en bronze. Hein. Si on parle de l'âge du bronze, c'est vraiment des objets très 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 anciens qui existaient déjà durant la dynastie Shang, 1600 à 1046 avant Jésus-Christ. Et ces objets rituels, donc on essaie de le préserver, pas forcément toujours exactement leur forme exacte, mais leur essence, notamment avec ces 3 pieds. Alors, qu'est-ce qui est encore important de noter? L'importance, là, quand il parle de 21 caractères en graphie ancienne, en fait, il parle de bagua, c'est-à-dire cette façon qu'ont les Chinois d'avoir des symboles avec un bâton long ou bien 2 bâtons courts. Hein, on a toujours la possibilité, quand on tire un dé, d'avoir une face ou pile. Hein, donc, quand on a un trigramme, c'est-à-dire on a 3 caractères, soit grand ou bien court, ou bien 2 courts. Hein, et il y a 21 possibilités différentes, si on en a 3. Et donc il dit, il faut qu'il y ait les 3 symboles en bagua sur cet objet qui sert à chauffer l'eau pour faire le thé. Il faut qu'il y ait le symbole de l'eau, qu'on appelle kan, le symbole du vent, qu'on appelle shun, et le symbole du feu. Hein. Et pareil pour les animaux, le symbole du vent, c'est le tigre, le symbole du feu, c'est le faisan, et le symbole de l'eau, c'est le poisson, forcément. Voilà, et en plus, il met son nom, et il dit quand ça a été fait, et puis il y aura plein de décorations, voilà, qui est intéressant. Hop. Il y a mon eau qui est prête aussi. Je commence à avoir soif. Je fais une petite pause. On est là aussi pour... Hein, quand on a laissé longtemps bouillir l'eau, elle devient très très forte. Donc il est important, quand il fait très froid, de verser d'abord sur l'extérieur pour éviter les chocs thermiques. Vu que c'est très très chaud,
Je laisse reposer un petit peu sur mon Nilou sans, sans feu. Je prendrai vos questions après la leçon. Je finis d'abord la lecture et le commentaire de chaque objet dans cette première partie. Mais si on est là, c'est aussi pour faire du thé, pas juste pour en parler. L'important dans le thé, c'est de maîtriser autant la théorie que la pratique. Donc là, vous voyez un petit peu le côté pratique de nos jours. Très différent de la façon dont le thé était préparé du temps de l'OU. Là, il s'agit d'un oolong de Shaninshi de ce printemps, frais. Une manière de ne pas avoir besoin de regarder sa montre pour infuser le thé. Il y a plusieurs façons. C'est regarder quand le niveau baisse ou bien simplement le temps de vider les coupes. C'est un temps suffisant pour le thé pour s'infuser. Surtout si on les vide lentement, en prenant son temps, calmement. Pas besoin de précipiter les choses. Pas besoin de rincer le thé vu que les feuilles sont propres et les meilleurs arômes, les arômes les plus fins sont dans les premières infusions, donc ça serait gâcher le thé que de le jeter. Alors, continuons maintenant notre deuxième ustensile, le panier du. Le panier est en bambou tressé. Il a une hauteur d'1 pied de 2 pouces et un diamètre de 7 pouces. On le tresse aussi en rotin sur une structure en bois de la forme d'un panier à grains. Le tressage forme des trous hexagonaux. Sur le fond et sur le couvercle, on supprime les extrémités des brins qui dépassent. Alors là, c'est pas expliqué, mais ce panier, c'est là où on met le charbon, le charbon de bois qu'on va utiliser dans notre brasero pour chauffer l'eau. Donc ce panier, c'est un panier à charbon. Numéro 3, la massette à charbon, Tanjua. La massette à charbon, fabriquée en fer, comporte 6 arêtes. Elle mesure 1 pied de long. Son bout est pointu et son corps renflé au milieu. La poignée, fine, porte un anneau en guise d'ornement. Elle est semblable aux masses dont se servent aujourd'hui les soldats du relon. Certains en font de la forme d'un marteau ou d'une hache. C'est selon. Alors, pourquoi on a besoin de cette massette en charbon, là, c'est pas expliqué, mais c'est pour pouvoir couper le charbon en petits morceaux, notamment au début, pour pouvoir faire bien partir le feu. Il ne faut pas des morceaux trop larges. Si vous avez
l'expérience de faire du feu à la maison dans une cheminée, vous saurez qu'on ne prend pas tout de suite une grande bûche, on est obligé de détailler la bûche en petits morceaux, et c'est plus simple ainsi. Et pareil, notamment pour faire le thé, pour arriver à bien maîtriser son feu, à ce que le feu ne soit pas trop fort, ni trop faible, il faut bien avoir une bonne connaissance de la bonne taille du charbon pour ne pas en gaspiller. À l'époque, le charbon, c'était de l'énergie qui était assez chère. Et pour bien maîtriser le feu et pas faire une eau trop forte. Ensuite, les pincettes à feu Rojia. Les pincettes à feu sont aussi appelées ju, baguettes. Semblables à celles qu'on utilise couramment, ce sont des bâtons cylindriques d'une longueur d'1 pied, 3 pouces. Assez longue. L'extrémité est aplatie, elle n'est ni ronde comme les fleurs de ciboule, ni courbée comme le crochet d'une serrure. Elles sont fabriquées en fer ou en cuivre martelé. Donc là, ces pincettes vont servir à ajuster le charbon qu'on aura d'abord découpé avec cette massette et bien les disposer et parfois un petit peu les bouger. Et il faut forcément qu'elles soient en métal pour qu'elles puissent résister à la chaleur du feu. Si elles étaient en bambou, elles se consumeraient assez rapidement. Maintenant, importante, la marmite fou. La marmite est fabriquée en fonte. Aujourd'hui, certains fondeurs obtiennent à partir d'outils aratoires usagés ce qu'on appelle du fer de refonte. Le moule intérieur est en terre et le moule extérieur en sable. La terre donne à la marmite une paroi intérieure lisse et facile à nettoyer par frottement, alors que le sable donne de la rugosité à sa paroi extérieure qui, ainsi, supporte mieux la chaleur de la flamme. Les oreilles ont une forme carrée pour mieux tenir la marmite et en équilibre. L'ouverture est large pour que les vapeurs se répandent au loin. La partie ventrale est assez haute pour que l'ébullition se maintienne bien au centre. Si la partie ventrale est allongée, l'ébullition se concentre au centre, si bien que la poudre de thé est mieux agitée, ce qui donne une saveur pure. À Hongzhou, la marmite est en grès, à Laizhou en pierre. Les marmites en grès et en pierre sont élégantes. Mais comme elles manquent de robustesse et de solidité, on n'en fait pas un long usage. Celles fabriquées en argent sont d'une grande pureté, mais elles font étalage d'un excès de somptuosité. L'élégance est appréciable, la pureté aussi. De ce fait, pour un usage à long terme, on finit par revenir au fer. Alors, donc ça c'est la partie où on prépare le thé. Il nous parle des différents matériaux, il les compare. Il nous parle de la rugosité. Alors, c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que ces tetsubines en fonte, et là il mentionne surtout qu'elles doivent être en fonte, leur extérieur est souvent très rugueux et dit que ça aide pour mieux ça aide pour la flamme, pour absorber la chaleur. C'est bien quand c'est rugueux, notamment à l'extérieur. Par contre, l'intérieur doit être lisse, ça améliore la pureté, surtout que ça aide à bien pouvoir nettoyer l'intérieur qui est lui en contact direct avec l'eau et le thé, quoi. Pareil, nos coupes en porcelaine sont plus faciles à nettoyer que celles en grès ou celles qui sont poreuses. Donc le fait que l'intérieur soit soit lisse est un plus. Par contre, l'extérieur doit être rugueux. Il parle donc également de la possibilité de les faire en argent. Pour lui, effectivement, ça apporte de la pureté
mais c'est quand même un petit peu cher, ce n'est pas donné pour tout le monde, et donc il préconise quand même plutôt de la fonte, et il dit une autre manière de réduire les prix, hein, de réduire les coûts pour la fonte, c'est d'utiliser une fonte qui a été réutilisée, en utilisant notamment des objets aratoires, c'est-à-dire de la fonte qui vient d'objets qui ont servi dans les champs auparavant et qui sont fondus pour faire un nouvel objet, notamment pour faire ce fou, voilà, cette bouilloire. Donc on voit que le thé à l'époque, hein, on a besoin d'un grand brasero pour faire pour chauffer les charbons, d'un réceptacle pour les cendres, et au-dessus on met une bouilloire. Hein. De nos jours on mettrait une poêle, mais il dit que c'est pas assez une poêle serait pas assez profonde. Donc il est plutôt pour plutôt casserole que poêle. Il faut que ce soit que la partie ventrale soit allongée pour que l'ébullition puisse bien se concentrer au milieu. Mais de nos jours, les casseroles sont comme ça. À l'époque, elles étaient plutôt dans cette forme-là, quoi. Numéro 6. Le support à croisillon, Jiaochuang. Ses pieds sont en croisillon et son assise comporte un vide en son centre pour accueillir la marmite. Donc c'est le support entre la marmite et le brasero. La pincette, Jia. La pincette est fabriquée avec un petit bambou vert. Elle mesure 1 pied 2 pouces de long. À 1 pouce du bout, il y a un nœud et la partie après ce nœud est fendue en deux. On s'en sert lors de la torréfaction des galettes. Ce bambou nain exsude son sucre sous l'effet du feu et mêle son pur parfum au thé dont la saveur est ainsi rehaussée. Mais cela n'est guère possible à moins de se trouver au milieu des forêts ou des vallées. On en utilise aussi en fer pur ou en cuir martelé qui dure plus longtemps. Alors là, on a de nouveau quelque chose pour pincer, mais cette fois-ci, ce n'est plus pour pincer le charbon, mais pour pincer les galettes de thé. Nous avons vu que à l'époque Tang, le thé quand il est fabriqué, on lui donne une forme de galette, donc il est compressé. C'est un petit peu comme le pu'er de nos jours, mais j'aime pas trop dire ça parce que le pu'er, ce n'est pas un thé vert. Là, c'est vraiment du thé vert. C'est la différence. Et comme à l'époque, ils n'ont pas vraiment d'endroit pour bien conserver au sec le thé, même en galette, avant de le réduire en poudre, ils vont légèrement le chauffer et ils utilisent donc une pincette pour pouvoir mieux le tenir, pour ne pas se brûler les doigts. Et donc, si on utilise un bambou spécial, ce bambou va donner encore plus d'arômes grâce aux sucres qui sont contenus dans le bambou. Mais il dit c'est aussi possible d'utiliser du fer ou bien du cuivre pour tenir la galette de thé au-dessus des braises pour simplement la chauffer un petit peu. C'est assez léger comme chauffage. Voilà. Ensuite, le sac de papier, Zhenang. Le sac de papier est fait de 2 épaisses feuilles blanches de papier fabriquées avec du rotin de châne et cousues ensemble. On y stocke le thé séché pour lui conserver son arôme. Donc juste après avoir séché le thé au-dessus d'une flamme, au-dessus de braise, on le met dans ce papier afin qu'il reste bien sec. Mais très rapidement, on va passer au prochain ustensile qui est la meule, Nien, et le plumeau, Fumo. La meule est fabriquée de préférence en bois de mandarinier ou à défaut en bois de poirier, de mûrier blanc, de polovnia ou de mûrier tinctorial. Elle est de forme incurvée à l'intérieur et rectangulaire à l'extérieur. Incurvée à l'intérieur pour pouvoir faire des mouvements circulaires, rectangulaire à l'extérieur pour maîtriser les risques d'inclinaison. La forme ronde intérieure est ajustée parfaitement au cadre extérieur. La roue de meule n'a pas de rayon mais un essieu, long de 9 pouces et épais d'1 pouce 7.
Cette roue a un diamètre de 3 pouces 8 et une épaisseur d'1 pouce en son centre et d'un demi-pouce sur les bords. L'essieu est anguleux au milieu et cylindrique aux extrémités. Pour épousseter la poudre, on utilise une plume d'oiseau. Donc, après avoir réchauffé un petit peu la galette, on la casse et on la met dans cette meule. Et avec une roue, on va moudre le thé, le réduire en poudre. Pour sortir cette poudre, on utilise une plume d'oiseau. Mais ensuite, on va passer au tamis. Le tamis, l'eau et la boîte re. On tamise la poudre pour la conserver dans une boîte avec couvercle dans laquelle on place aussi la mesure. Pour fabriquer le tamis, on coupe un énorme bambou que l'on courbe et qui habille une fine gaze de soie. La boîte est fabriquée dans un nœud de bambou ou un coude d'araucaria élégant qui a été laqué. Elle est haute de 3 pouces, dont 1 pour le couvercle et 2 pour le corps. Son ouverture a un diamètre de 4 pouces. Donc, on a besoin d'un tamis pour qu'il n'y ait pas de trop gros morceaux. Par contre, la poudre à cette période de la dynastie Tang, elle n'est pas aussi fine que durant la dynastie Song ou bien ce qu'on utilise de nos jours pour le matcha japonais. C'est réduit en poudre, mais une poudre un petit peu plus qui est un petit peu plus grosse, hein. Mais quand même, on ne veut pas des morceaux les plus gros, donc on va quand même tamiser cela à l'aide de ce bambou qu'on recouvre avec de la soie, et la soie étant à l'époque tressée de manière un petit peu plus lâche, elle permet de faire passer la poudre de thé à l'intérieur. Ensuite, la mesure Zi. Elle est faite en coquillage marin tel que l'huître ou la palourde, ou bien en fer, en cuivre, ou en pointe ou fiche de bambou. Elle sert à doser, à peser, à établir une norme, un standard. Pour un sheng d'eau mis à bouillir, on verse une cuillère d'1 pouce carré. Pour un thé plus léger, on diminue la quantité. Pour un thé plus fort, on l'augmente. Voilà pourquoi cette cuillère s'appelle Zi, mesure. Donc un standard. Alors là, ce qui est intéressant dans cette standard, c'est que bien qu'il explique quelle est la taille correspondant, le ratio entre le thé et l'eau, il dit aussi que on a certes un standard, mais on peut dévier du standard. On peut le faire plus fort ou bien moins fort selon qu'on a envie d'un thé fort ou léger. C'est vraiment donc laisser à l'appréciation de la personne qui va préparer le thé si elle le veut fort ou pas. Et la mesure, c'est un instrument qui le guide. Ce n'est pas une obligation d'arriver toujours à utiliser le même standard. Ce standard-là vous dit, tiens, maintenant je sais si j'en mets un petit peu moins ou si j'en mets un peu plus. Donc, et ce qui est intéressant, donc, c'est qu'il y a une liberté chez Louis. Il ne vous oblige pas en fixant un idéal précis, mais il laisse quand même beaucoup de flexibilité à la personne qui prépare le thé. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Nous verrons dans un mois la seconde partie de ce chapitre avec d'autres ustensiles qui sont nécessaires pour bien préparer le thé selon l'OU durant la dynastie Tang. Je vous remercie pour votre intérêt et je vous revois la semaine prochaine pour un autre cours de thé. À bientôt, bonne semaine.